Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. On nous le répète depuis des mois, la jeunesse serait woke. Étrangère au nationalisme québécois, à l'enracinement, à l'identité historique, elle se définirait désormais par son hypersensibilité revendiquée à l'endroit des groupes que le régime diversitaire désigne comme minoritaires, et se ferait même une fierté de verser dans l'autocritique identitaire permanente. Est-ce que ce portrait correspond vraiment à la réalité? Se pourrait-il que les jeunes penseurs les plus intéressants soient justement ceux qui critiquent l'orthodoxie woke ou qui simplement mènent leur réflexion sans se soumettre à ses interdits, sans évoluer dans ses paramètres? Se pourrait-il que les jeunes intellectuels les plus intéressants appartiennent à ce qu'il faut bien appeler la dissidence intellectuelle? À tout le moins, j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui 3 de ces jeunes esprits qui m'impressionnent. On les lit de plus en plus souvent sur plusieurs tribunes. Ils écrivent ou publient leur premier livre en ce moment. Et c'est un bonheur de les recevoir aux Idées mènent le monde. Je vous les présente. Alexis Tétrault. Bonjour, vous êtes candidat à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Au doctorat maintenant, depuis cette session-ci, effectivement. Candidat au doctorat donc en sociologie à l'UQAM. David Santarossa, vous êtes enseignant au secondaire, si je ne me trompe pas. Exactement. Avec une maîtrise en philosophie aussi. Oui, exactement. Et auteur régulièrement, notamment dans les pages d'arguments. Tout à fait. Et Étienne Alexandre Beauregard, vous êtes étudiant en philosophie et politique, je crois, à l'Université Laval. Oui. Et vous avez votre propre blog, et en plus vous publiez régulièrement des tribunes ici et là, mais vous avez votre propre blog qui est, rappelez-moi le titre? eabeauregard.com. Tout simplement. Alors, chers amis, question de départ, et elle sera pour Alexis Tétrault. Vous avez publié tout récemment une lettre à un jeune intellectuel québécois sur le site du Journal de Montréal, dans la section Faites la différence. Lettre à un jeune intellectuel québécois où vous critiquiez, si vous me direz si je comprends bien, le racialisme. Vous critiquiez l'obsession raciale qui caractérise aujourd'hui une bonne partie de la pensée sociale. Vous en appeliez aussi à une forme de capacité de se réconcilier avec l'expérience ou l'héritage québécois. Question toute simple, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette lettre à un jeune intellectuel québécois? Avez-vous l'impression que le jeune intellectuel québécois s'est égaré intellectuellement en ce moment? Il s'est égaré ou on l'a égaré sciemment, en fait. L'idée m'est venue très simplement de la rencontre avec l'œuvre de Gladu et de Brault, qui est ce André Gladu et Michel Brault, effectivement, qui ont travaillé à l'ONF comme les grands cinéastes, comme M. Perrault et compagnie. Et puis c'est de la rencontre avec cette œuvre absolument magistrale qui retrace, comme le titre l'indique, le son des Français d'Amérique, mais vraiment de tous les Français d'Amérique, des métis de l'Ouest canadien, en passant par les Cajuns de la Louisiane et même les Acadiens, et puis bon, tout ce qui est francophone en Amérique et tout ce qui joue de la musique, en fait. Et puis en regardant ça, en regardant ça le soir et en ayant des cours dans la journée où dans la journée on nous explique là, que les critères raciaux sont les critères de lecture du social, et puis qu'une personne n'est pas simplement une personne, c'est aussi un noir et un blanc. Moi, j'écoute Gladu comme ça, puis je remarque que dans mon héritage à moi, il y a pas des blancs, il y a pas des noirs, il y a pas des métis, mais il y a des francophones qui créent une culture qui est absolument magistrale. Hein? Les violonneux, les jazzman francophones en Amérique, ce sont de très, très, très grands artistes, mais qui ont eu le malheur de parler français et de n'être découverts par personne. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de l'être un jeune intellectuel québécois, c'est-à-dire cessez, mes chers camarades, de penser votre pays en termes de race et de couleur de peau et intéressez-vous à ce qui a une importance véritable, c'est-à-dire l'histoire, la culture, la musique, qu'en sais-je, toutes ces choses qui transcendent littéralement des acquis raciaux, hein, qui si on recule pas si longtemps, sont associés aux pires expériences de l'histoire. Mais aujourd'hui, tout ça est auréolé du progrès. Puis moi, je trouve ça absolument scandaleux. Puis l'œuvre de Gladu, sans le dire, qui est une œuvre tournée dans les années 70-80, offre le plus beau démenti à cette racialisation du social-là. David Santarossa, vous aurez compris, je commence chacun avec un texte important que vous avez écrit ces derniers temps. Vous avez publié sur le site de la revue Argument, de l'excellente revue Argument, vous avez publié
une critique d'un documentaire qui a trouvé un bon écho quand même dans la société de Fabrice Ville, Briser le code. Et vous avez aussi critiqué de manière assez fine, tout à fait subtile, le livre de Judith Lucien, On peut plus rien dire. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette double entreprise de critique? Donc, vous prenez des ouvrages qui trouvent un certain écho, vous les lisez très finement, vous les critiquez. Qu'est-ce qui vous pousse vers de tels ouvrages qui sont pas nécessairement, ou vers de tels films, qui sont pas nécessairement des monuments de la pensée, et pourtant vous les déconstruisez très finement? Qu'est-ce qui vous pousse vers de telles œuvres? Donc, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est m'éloigner un peu des réseaux sociaux d'une certaine manière. On est très rapide sur les captures d'écran, sur les articles de journaux. On va chercher la citation qui nous intéresse et on dit que ça n'a pas d'allure, que ça n'a pas de sens. Donc, je voulais dire, OK, cette nouvelle gauche, qu'on appelle souvent la gauche woke maintenant, qu'est-ce qu'elle a à dire dans une version plus longue, hein, dans un livre ou dans un documentaire? Donc, j'ai vraiment voulu prendre au sérieux cette pensée-là. Autrement dit, j'ai voulu dire, OK, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le Québec en ce moment, sur notre société? Et je pense que ça leur fait plus de mal que de bien que de les prendre au sérieux. C'est-à-dire, quand on les prend au sérieux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui s'effritent. Je pense que leur pensée est contradictoire ainsi que contre-productive. Là. On se réclame de l'antiracisme, on se réclame de l'antifascisme, mais on se réclame du dialogue. Je pense que quand on gratte un peu, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être tantôt, quand on gratte, on se rend compte que tout s'écroule. On n'est pas du tout nécessairement dans l'antiracisme, dans l'antifascisme et dans le dialogue. Là, je crois pas vraiment à ça, puis on aura l'occasion d'y revenir, j'en suis convaincu. On y revient tout de suite un instant. Vous dites qu'est-ce qu'ils ont à dire, justement. Vous cherchez qu'est-ce qu'ils ont à dire. Rapidement, si vous résumiez l'esprit de ce que vous avez rencontré dans ces textes-là. Plusieurs choses. Ce que je vois, premièrement, c'est une approche qui est essentiellement pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas nécessairement à discuter, justement, on cherche à imposer des concepts. Et vraiment, on a avec ça un discours véritablement irréfutable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne reconnaît pas d'adversaire légitime. Donc, en démocratie, normalement, on a des désaccords, bien entendu. On n'est pas nécessairement en accord avec nos adversaires, mais on reconnaît une certaine légitimité à leur parole. Mais il y a plusieurs manières de rendre un discours irréfutable. Une de leurs manières, c'est justement, c'est-à-dire leurs adversaires, comment ils les définissent, c'est en disant, soit ils sont ignorants, ils connaissent pas le vocabulaire, nos concepts, donc ils peuvent pas vraiment parler des concepts de racisme, de sexisme, etc. Ou, donc au pire, ils sont, ou plutôt au mieux, ils sont des ignorants, et au pire, ils sont des racistes authentiques. Donc c'est vraiment ça, ce qu'on peut lire, là, les adversaires. Donc ça, c'est une manière de rendre le discours irréfutable, et l'autre manière, c'est avec des concepts qui sont irréfutables, par exemple fragilité blanche ou racisme systémique. Le simple fait de remettre en question ces concepts-là serait la preuve de la validité de ces concepts, en fait. Donc, vous remettez en question telle interprétation woke, ben voilà la preuve de votre fragilité blanche, voilà la preuve que vous êtes en réalité raciste. Donc, il y a jamais moyen de remettre en question cette idéologie-là, parce que notre critique se retourne automatiquement contre nous-mêmes. Il y a un déni de démocratie, à mon sens, avec cette approche, et justement, donc, un refus du dialogue dans le même sens. Là. Alex Tétrault, un instant avant que je passe la parole à Alexandre Beauregard. Oui, je me rappelle très bien de cette recension-là de David, et puis il y a un segment que tu n'as pas évoqué, mais qui est très important, où, si je me rappelle bien, c'est dans le livre de Judith Lucien, elle explique le thème de « Silence is violence ». Donc, non seulement on ne peut pas être d'accord, mais quand on n'est pas d'accord et on se contente de se taire, on écrit... On est complice. Silence is violence, c'est-à-dire si moi je ne m'intéresse pas à l'antiraciste ou à n'importe quelle cause, comme on l'a dit, woke, mon silence est maintenant interprété comme une violence. Il y a quelque chose de proprement totalitaire là-dedans, puis le mot n'est pas du tout exagéré. Hein. C'est totalitaire quand on ne fait pas comme ça notre petite génuflexion à l'idéologie dominante qui est ce wokisme ce wokisme dangereux-là. Étienne Alexandre Beauregard, le troisième invité. Alors,
Vous êtes peut-être, vous me corrigerez si je me trompe, mais peut-être le plus politique de nos trois invités. Vous avez eu un engagement militant au Parti québécois, ensuite à la CAQ. Vous avez votre blog et vous avez publié un texte récemment qui a eu, d'ailleurs un texte directement politique sur l'avenir de l'idée d'indépendance, sur la question du nationalisme. Alors, on sait que les Québécois, normalement, ont tendance à fantasmer les souverainistes québécois sur la Catalogne, sur l'Écosse. Et là, vous regardez le paysage, non, la situation qui devrait être la plus inspirante, c'est le Brexit. Et vous publiez un texte qui a un très grand écho dans le Journal de Montréal sur le Brexit, que vous donnez presque en exemple ou en modèle pour les nationalistes québécois. Est-ce que je vous comprends bien en disant ça? Et qu'est-ce qui vous amène, justement, à privilégier peut-être le Brexit ou d'autres formes de populisme aujourd'hui comme voie de renaissance pour le nationalisme québécois? Oui, vous me comprenez bien quand je dis ça. Moi, je trouve que, justement, le Brexit, c'est quand même une inspiration pour les indépendantistes québécois, ou du moins, ça devrait l'être. Non seulement parce que ça a réussi, à la différence de l'indépendance de l'Écosse, faut-il le rappeler, mais que leur positionnement par rapport aux grandes questions qui occupent notre époque est drastiquement opposé à celle des indépendantistes écossais. Parce que si on regarde aujourd'hui, je pense que c'est pas faux de dire dans le monde, comme au Québec, surtout au Québec d'ailleurs, que la question principale qui nous occupe, c'est la question identitaire. Fut un temps où c'était la question constitutionnelle, mais maintenant, c'est vraiment les questions on l'a vu, le racisme systémique, la loi 21. C'est ça qui, aujourd'hui, divise vraiment les Québécois, plus que la question de l'indépendance. Mais pourtant, quand on regarde le régime fédéral qu'on a en face de nous, on voit Ottawa, surtout sous la gouverne de Justin Trudeau, qui va vraiment endosser ce discours-là militant, antiraciste, qui va mettre de l'argent, des programmes pour entrepreneurs noirs, là, ciblés directement, qui instrumentalise le gouvernement fédéral pour faire la promotion de cette idéologie-là, qui passe pas du tout au Québec. Puis après, moi, quand je regarde les souverainistes québécois qui se disent « Ah, il faut s'inspirer des Écossais qui, eux, ne rêvent que de l'Union européenne, du multiculturalisme et d'un projet de loi franchement liberticide sur la liberté d'expression, les propos haineux », je me demande, mais est-ce que les indépendantistes québécois et les nationalistes, à plus forte raison, ont vraiment avantage à essayer d'être plus Justin Trudeau que Justin Trudeau, sachant pertinemment que, c'est contraire aux intérêts nationaux du Québec francophone s'il veut demeurer une unité cohérente, mais aussi qu'il y a une majorité de Québécois puis une majorité d'indépendantistes qui se reconnaît pas du tout dans ce discours-là du Canada, puis qui serait probablement plus prêt à embarquer dans un discours qui assumerait franchement un certain conservatisme, peut-être un certain populisme, mais surtout une grande opposition au multiculturalisme canadien qui ne colle pas au Québec et qui ferait en fait un levier formidable pour relancer la question de l'indépendance à l'ère de l'identité. Alors, il y a chez vous trois un désaccord avec l'esprit de l'époque, disons ça comme ça. Vous avez mentionné, j'ai mentionné aussi en introduction, la fameuse question woke qui aujourd'hui prend tant de place. Vous êtes encore dans le système universitaire d'une manière ou de l'autre, ou vous en sortez à peine, genre, je crois, David Santarossa, mais sinon vous y êtes encore tout près comme étudiant d'une manière ou de l'autre. Question toute simple, ou peut-être pas si simple que ça finalement. Quels sont les interdits idéologiques que vous avez rencontrés dans le cadre de vos études, dans votre parcours à l'université? À quel moment vous avez rencontré ces quelques interdits, ces quelques dogmes auxquels on vous demandait de vous plier, probablement, d'une manière ou de l'autre, pour faire carrière, pour réussir à vous déployer dans l'institution? Et sur quel dogme avez-vous buté en disant « ça, je ne peux pas », ça, je me mentirais à moi-même si je faisais semblant de croire à ça. Donc, quels sont les dogmes que vous avez rencontrés dans votre parcours qui vous semblaient suffisamment critiquables pour justement ne pas les respecter, tout en sachant qu'il y a un prix à payer pour ne pas être d'accord avec l'orthodoxie? David Santarossa. Un des dogmes importants, c'est celui de l'objectivité. Et je m'explique. C'est-à-dire que l'objectivité serait nécessairement du côté des woke, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on a une approche postmoderne, si on veut, ben ça, c'est pas considéré comme connoté idéologiquement, curieusement. Hein. Il y a même des départements où est-ce que c'est vraiment la norme. Là. Il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est ce que je vois. Mais par contre, si moi, je suis un nationaliste, moi, je suis nécessairement connoté. Donc, la science est de leur côté et l'idéologie de votre côté. Oui, exactement. Tout à fait. C'est exactement ça l'idée. Je l'ai vu en philosophie, je l'ai vu dans les départements d'éducation. Hein. Donc voilà, je pense que vraiment l'idée d'objectivité, l'idée de vocabulaire connoté, c'est nous qui est connoté, c'est pas l'idéologie postmoderne, l'idéologie woke, là, à mon sens.
Alex Tétrault? La déconstruction, je dirais. En fait, moi, quand je me suis rendu compte que ma carrière intellectuelle ne serait pas du tout à l'université, que je serais comme un espèce de corps étranger dans cette institution-là, c'est quand j'ai vu la place démesurée qu'a pris la déconstruction. Tout tourne autour de la déconstruction. Et puis, ces gens-là ne s'embarrassent pas de cohérence. Hein? Je vous donne un exemple tout simple. J'ai suivi un séminaire, et puis un séminaire de 3 heures. Dans la première heure et demie du séminaire, on déplorait le fait qu'il manquait de femmes dans tel domaine. Hein, il manque de femmes dans tel domaine, c'est donc un domaine machiste, un domaine où les femmes sont opprimées, et puis tout ce qu'on en sait de cette théorie. Puis dans l'autre heure et demie, on nous expliquait sans rire, que le sexe n'existe pas, que le sexe féminin est construit comme le sexe masculin est construit, de sorte qu'il faut arrêter de s'embarrasser de ces étiquettes. On peut être ce que l'on veut. Alors oui, la déconstruction, et non seulement la déconstruction non cohérente. Oui, juste rebondir sur l'idée de déconstruction, parce que parfois on prétend justement déconstruire des narrations officielles, des récits que l'Occident se donne à elle-même. Mais ce qu'on comprend très rapidement, c'est que leur but n'est pas de déconstruire des récits pour se rapprocher de la vérité. Le but est de déconstruire des récits pour s'en donner d'autres. Justement, se donner un récit comme quoi l'Occident serait nécessairement raciste, dominant, etc. On connaît tous les adjectifs qui peuvent venir avec, là. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est pas juste la déconstruction, mais c'est déconstruire des récits officiels pour les remplacer par les leurs. Qui ne sont pas questionnables, exact. N'est-ce pas? Étienne Alexandre Beauregard, on parlait justement de la question des interdits idéologiques. Alors, vous commencez tout juste vos études, alors vous êtes très précoce intellectuellement, mais vous commencez tout juste vos études dans le système universitaire. Est-ce que vous sentez déjà cette espèce de conformisme, de cette pression idéologique qui pousse à penser d'une certaine manière pour faire partie du consensus de votre cohorte académique d'une manière ou de l'autre? Il faut dire quand même qu'il y a quelque chose de particulier avec le fait de commencer l'université en confinement. Moi, j'ai pas eu vraiment de cours sur le campus de l'université, ou très peu. Puis de tout faire ces cours en ligne, disons que ça change ça. Je dirais que ça fait qu'il y a moins de pression, parce que, tu sais, dans le pire des cas, on nous demande peut-être de nous exprimer sur un forum, sur une question ou un autre. Puis dans ce cas-là, moi, j'ai mon petit côté provocateur qui revient, puis ça me dérange pas d'aller un peu contre le consensus. Puis, ouais, évidemment, je mange une volée de bois vert, mais c'est agréable à rigueur, là, c'est le fun. Donc, vous acceptez. Oui. Donc, vous goûtez l'opposition au consensus. Ben oui, bien sûr. Alors, si vous deviez nommer ce consensus, qu'est-ce que ce serait? C'est une vaste question, mais je dirais que c'est sûr que le consensus diversitaire, quoi, j'aime parler presque des fois d'une éthique de l'altérité, tu sais, où disons que l'autre, peu importe qui il soit ou ce qu'il fasse, a pas le monopole du bien, mais du moins qui part avec un préjugé favorable, puis où on doit justifier. Tu sais, sur des questions, je me souviens, cette semaine, on avait un forum de cours sur la question du spécisme et Peter Singer. Est-ce que c'est de la discrimination que de préférer les humains aux animaux? Ça me semblait tellement insensé. Il me semble que depuis les Lumières, on est fondé sur l'idée de l'humanisme où justement tout est centré autour de l'humain puis c'est la base de notre civilisation à la rigueur. Mais j'ai vraiment été confronté à des gens qui pensaient que c'était sincèrement discriminatoire de penser que les animaux n'ont pas la même dignité morale que les humains, alors que, encore une fois, sortez dans la rue, demandez aux gens, croyez-vous que un rat d'égout a la même dignité morale que vous comme être humain? Est-ce qu'ils vont vous répondre oui? J'ai mes petits doutes. Alors, je reprends justement sur cette idée, c'est-à-dire l'idée, non pas du rat d'égout, mais cette idée qu'on rencontre dans l'institution, d'une manière ou de l'autre, des interdits. C'est-à-dire, et quelquefois, on est amené à... C'est l'avantage de participer au consensus, c'est qu'on apprend rapidement les prières rituelles du consensus diversitaire et qui est normalement un garant de promotion sociale et académique. Je retourne la question. À quel moment avez-vous senti d'une manière ou de l'autre dans votre parcours académique qu'il y avait, dans votre parcours intellectuel en fait, qu'il y avait un désaccord de fond? Est-ce avec l'époque? Est-ce avec votre milieu? Est-ce avec l'idéologie dominante? Sur quel enjeu? Je parlais des interdits tantôt, mais sur quel enjeu avez-vous buté? Et à quel moment avez-vous senti que cette espèce de choc
allait faire dévier d'une manière ou de l'autre votre vie intellectuelle vers quelque chose qu'on appellera la dissidence? Alexis Tétrault. C'est très certainement la question nationale. Moi, je suis rentré à l'université en ayant cette idée que tout le monde était indépendantiste, et puis je me suis rapidement rendu compte que non seulement tout le monde n'était pas indépendantiste, mais plusieurs pensaient que même l'idée de nation était proprement fasciste. Donc, j'ai déchanté très, très vite pour tout vous dire. Dès la première session à l'université, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas mon milieu, comme j'ai pu le rappeler tantôt. Puis voilà, cet interdit, ça pourrait être un autre interdit qu'on pourrait noter, l'idée que la nation est simplement positive, c'est-à-dire qu'elle est simplement le berceau de la démocratie, et puis qu'elle forme comme ça une espèce de consensus entre l'universel qui n'est pas accessible immédiatement et les particularités raciales, sexuelles qui ont besoin d'être transcendées pour avoir cette idée de communauté. Moi, comme je vous dis, je suis arrivé avec l'université avec l'idée que la nation était importante, la nation québécoise devait être indépendante, puis je me suis buté à des gens qui, ils diagnostiquaient comme ça, à partir d'une méthodologie foucaldienne, là, les pires travers qui seraient de l'ordre du racisme, du fascisme. La nation, ce serait éminemment masculin, de sorte que les femmes ne s'y trouveraient pas. Donc, la nation, c'est un des interdits. On ne peut pas en parler positivement, nous devons en parler seulement pour la déconstruire. David Santarossa, aussi une même expérience avec un thème qui vous dit « ça marchera pas, ma vie intellectuelle va être sous le signe de la dissidence d'une manière ou de l'autre ». Je peux commencer peut-être avec une petite anecdote. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste quand même intéressant. Je me rappelle, à la maîtrise, j'avais une professeure qui distribuait des textes à analyser, des textes d'auteurs québécois, et vous étiez d'ailleurs, M. Bocoté, dans le lot des textes. Bref, la professeure distribue les textes à analyser, et en les distribuant aux différents élèves, aux différents étudiants plutôt, elle commentait les textes en question, les auteurs, et finalement on comprenait qu'il fallait arriver à telle conclusion dans notre analyse. Je comprends, donc lui, un tel, ouais, son argument est intéressant, mais je suis pas trop d'accord. Donc, il y avait vraiment toute une espèce de... Elle nous imposait un peu la conclusion à laquelle il fallait arriver. Donc, j'ai rapidement compris ce qu'il fallait faire dans ce cours-là, mais bon, j'avais quand même fait à ma tête, et bon, bref, il y a des débats avec les professeurs par la suite, mais bon. Mais ce que je vois aussi comme vraiment comme interdit, puis c'est un peu en lien avec ce que Alexis dit, c'est toute la question des normes sociales. C'est-à-dire, dès qu'il y a une norme, cette norme-là est vue comme oppressante, elle va être interprétée comme raciste, sexiste. Et c'est assez curieux qu'à notre époque, où on valorise, ou du moins c'est ce qu'on prétend, on valorise la diversité, on parle de la différence, mais on est incapable de parler de... c'est bien la diversité, mais qu'est-ce qui nous unit aussi? Puis ces normes sociales-là, je pense qu'elles permettent justement de nous unir dans cette différence-là. Je pense que la loi 21, justement, a essayé de faire ça, d'aller... De créer du commun dans la société. Puis je pense que le Québec a besoin de ce commun-là. Puis comme je vous dis, c'est ça qui est curieux de notre époque. On parle beaucoup de diversité, mais il faudrait parler une fois de temps en temps aussi de l'unité. Puis c'est pas clair avec cette nouvelle pensée de gauche-là où se trouve l'unité qu'on devrait trouver dans une société pour faire un monde commun. Il faut qu'il y ait une unité à quelque part. Étienne-Alexandre Beauregard. Oui, si je puis me permettre, il y a quelque chose de profondément ironique à cette idée-là que toutes les normes sont mauvaises, sont oppressives. Il y a des normes qui sont très saines, comme se laver les mains quand on sort des toilettes, mais aussi, il faut pas penser que ces gens-là, en critiquant les normes, n'en établissent pas d'autres, elles aussi. Le meilleur exemple qui me vient de ça, c'est dans un cours en ligne, comme quoi on est libéré un peu du dogmatisme universitaire en ligne, mais pas totalement. Je commence ma session, et puis je vois mon professeur qui met sur le site de cours... même si nous ne sommes pas sur le campus de l'université, vous êtes probablement sur une terre autochtone non cédée. Voici une carte des terres autochtones du Québec. Je vous invite
à la consulter pour savoir sur quel territoire non cédé vous trouvez. Donc, maintenant, ça, c'est un conformisme aberrant, là. On n'est pas sur un territoire non cédé, mais il faut quand même le répéter, juste pour être sûr d'être politiquement correct. Comme quoi, le nuage est maintenant devenu un territoire autochtone non cédé, c'est ce que j'en comprends. À la manière d'une prière, en fait, une prière rituelle que l'on doit répéter pour lorsqu'on entre dans l'institution. Alexis Tétrault. Absolument. C'est vraiment comme une prière. Hein? Moi, j'ai une expérience semblable. Souvent, on commence des phrases comme ça. Avec une assurance, moi, qui me déconcerte à chaque fois. On sait que la société est éminemment raciste et sexiste. Ah bon? Ah bon? La société est... D'accord. Ah, OK. Puis là, tout découle de ça, évidemment, mais c'est vraiment le terme prière, je crois que c'est un très bon qualificatif parce que c'est un esprit dogmatique. David Santarossa. Étienne Alexandre a parlé de conformisme, puis je trouve ça très intéressant parce que ce que j'observe beaucoup autour de moi, chez les étudiants, chez les jeunes adultes, c'est qu'il y a beaucoup de locuteurs naïfs du nouveau jargon, du nouveau vocabulaire woke. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plus ou moins politisées, mais qui utilisent ce vocabulaire-là justement par conformisme en se disant tout le monde autour de moi utilise ces mots-là, donc je vais les utiliser moi aussi. Ce qui se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je n'en suis pas certain, puis ils se rendent compte aussi que c'est un vocabulaire qui apporte son lot de prestige social. C'est-à-dire... Donc, utiliser ces mots-là, ça vous situe avantageusement dans une classe, dans un milieu social? Ça m'apparaît évident, puis ce qu'ils se rendent pas compte, puis je reviens avec ce que je disais plus tôt, c'est qu'étant donné que c'est un discours qui est irréfutable, c'est un discours qui milite, c'était le titre de mon texte sur Judith Lucie, qui milite à la place de ses locuteurs. C'est-à-dire le simple fait d'utiliser ces mots-là milite à la place des locuteurs pour leurs idées. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le voir. Puis à nouveau, je comprends aussi ces locuteurs-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un immense intérêt pour la politique ou pour la vie des idées. Je comprends, chacun son tempérament aussi, puis ils se rendent compte que il y a un gain à faire, il y a un gain social, peut-être même il y a un gain potentiellement économique, même médiatique à faire. Non, pas potentiellement. Oui. Il y a un gain. C'est plus économique. facile d'avoir une bourse quand on parle ce langage que quand on ne le parle pas. Tout à fait. Étienne Alexandre Beauregard. Oui, David a raison quand il dit que, disons, que les aspirants à la haute classe intellectuelle commencent à parler ce discours-là, qu'ils le veuillent ou non. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est quand on sort un peu de cette bulle-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une bulle très minoritaire qui pense dans ces termes-là. Puis quand on va voir, et là, j'assume ce populisme, le vrai monde. Parce que ça arrive, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis... tu utilises des termes là, qui sont très connotés comme cisgenre, racisme systémique. Ils vont te regarder avec un vide intersidéral dans les yeux. Ils vont te dire « De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ça? » Puis ça me fait penser, parce que tu vois, ces gens-là ne sont pas dans cette bulle-là, ne sont pas dans cet état d'esprit, puis ne savent pas qu'ils pêchent contre le régime en ne l'utilisant pas. Puis ça me rappelle une anecdote. À la dernière élection fédérale, sur mon cégep, au campus, on pouvait voter. Et puis, j'étais en ligne derrière deux étudiants en technique policière. Ils se faisaient reconnaître à cause de leurs uniformes. Mais on devinait, puis sans préjuger aucun, que ces gens-là ne gravitent pas dans les sphères de l'antiracisme et autres. Et je les entendais parler en avant de moi. Les deux se disaient « Ah ouais, on a gagné nos élections avec la CAQ l'an passé, là on va gagner avec les conservateurs. » Puis ça se donnait des petites tapes sur les épaules. Je trouvais ça fascinant comment des étudiants de cet âge-là pouvaient avoir une espèce de... Je vais pas dire une insouciance, mais du moins ils étaient pas dans cette bulle-là. Il y avait pas ces contraintes que nous on vit quand on essaye de participer au débat de société, puis ils sont un peu, je ne veux pas dire protégés de ça, mais du moins, ils font partie de cette majorité silencieuse qui n'entend pas ce discours-là, puis que quand on essaie justement de faire dire au premier ministre des mots qu'il ne pense pas, en lui faisant adhérer à une théorie fumeuse comme le racisme systémique, c'est ceux qui trouvent que ça tombe sous le sens de dire que c'est pas la situation du Québec. Alexis Tétrault? Oui, je manifesterai un petit désaccord avec mon collègue Beauregard ici. Effectivement, le sens commun réfute spontanément ces espèces de critères-là, mais j'ai envie de demander jusqu'à quand? C'est-à-dire que l'université, en ce moment, qui est éprise de ces théories-là, du racisme systémique et compagnie, forme quand même des professeurs
qui vont enseigner aux enfants de ces gens-là qui portent un certain sens commun, forment des avocats qui vont faire la jurisprudence de demain, forment, qu'en sais-je, des journalistes qui vont bientôt être appelés à se prononcer dans la sphère publique. Donc, jusqu'à quel point on peut se baser sur ce sens commun qui, moi aussi, m'apparaît une vraie richesse. Et puis, je le célèbre, ce sens commun-là, mais sera-t-il dévoyé un jour par tant de propagande? Étienne Alexandre Beauregard, votre réponse à Alexis Tétrault? Ben, évidemment qu'Alexis a raison. Là. Je ne veux pas m'obstiner avec lui sur cette question-là. C'est-à-dire que, tôt ou tard, bien sûr que l'université finit par faire des petits dans le sens commun, mais moi, ce que ça me dit, c'est pas que tout va bien, Madame la Marquise, mais au contraire, que c'est maintenant le moment de casser la vague, oui, qu'on a encore le rapport de force pour le faire. Puis ça, c'est motivant quand même. Présente, je ne pense pas me tromper, peut-être me contredirez-vous, comme des figures de la jeune dissidence intellectuelle au Québec. Des figures particulièrement inspirantes. Vous publiez vous travaillez sur votre premier livre, la plupart d'entre vous. Il paraîtra, je devine, dans les 2 prochaines années. Vous écrivez des textes tout à fait inspirants. Mais c'est une question tout à fait particulière que je vous poserai. Avez-vous l'impression d'être les derniers témoins d'un monde qui meurt, mais vous savez, cette figure, la garde meurt mais ne se rend pas? Êtes-vous le dernier carré? Êtes-vous, comme dit Michel Onfray, ceux qui voient le bateau couler mais rester debout jusqu'à la fin? Ou est-ce que vous avez l'impression, et nous arriverons très bientôt à la question nationale, parce qu'elle a son importance, vous verrez, la question n'est pas sans lien, mais est-ce que vous avez l'impression d'être au seuil, à l'aube, d'une contre-offensive, d'une renaissance, d'une contre-attaque? Autrement dit, est-ce que vous vous engagez dans la vie intellectuelle convaincu à l'avance de votre défaite, mais convaincu qu'il faut néanmoins tenir? Ou est-ce que vous croyez que vous pouvez renverser la vague? Alexis Tétrault? Je suis assez pessimiste, pour être honnête. Je me ferai pessimiste sans être cynique. Je n'ai pas l'impression que le rapport de force soit à notre avantage. Et puis moi, je suis de ceux qui, sans être décliniste, je suis pas décliniste, je crois quand même à la décadence, et puis je crois vraiment que nous sommes au seuil. Oui, je pense que nous assistons à la fin de quelque chose, et de ce quelque chose-là qui serait une certaine idée de l'Amérique française, telle que portée par le Québec. Après, je m'engage dans la sphère publique, c'est évidemment parce que je crois être capable de peser avec mes amis ici, puis d'être capable de renverser d'une certaine manière la vapeur, mais cette question m'habite, et puis c'est parce que cette question m'habite là, je crois que je la porte avec autant de conviction. Alors, pour répondre à votre question, très pessimiste, mais en même temps, c'est à cause de ce pessimisme-là que je suis et je serai si énergique et si intransigeant dans cette manière de porter ce qui m'apparaît comme un joyau civilisationnel, c'est-à-dire le Québec, l'Amérique française, et puis toute la culture qu'elle porte et l'histoire qu'elle porte. David Santarossa, êtes-vous le dernier Romain ou le premier chrétien? Je réfléchis le Québec comme si on était à quelques années, quelques décennies de voir le peuple québécois s'assimiler au continent américain. Vraiment, j'agis comme ça. J'ai peur que ça arrive, évidemment. Donc, ouais, c'est ce que je dirais pour l'instant. Puis même, en tout cas, il m'arrive parfois même d'acheter des livres en me disant... Si moi je ne l'achète pas, personne ne va l'acheter. J'ai comme une espèce de responsabilité de passeur de culture. Peut-être que d'autres personnes autour de la table sont comme ça en se disant si moi je ne le fais pas, personne ne va le faire. Et donc c'est important pour moi de poursuivre cette mémoire nationale, cette mémoire québécoise. Étienne Alexandre Beauregard, vous êtes des trois peut-être le plus engagé en politique active. La politique active présuppose la possibilité de la victoire. Est-ce que vous êtes, je reprends la question, est-ce que vous arrivez dans ce combat persuadé que c'est fini, mais qu'il faut quand même se tenir debout? Ou est-ce que vous arrivez avec le sentiment de la possibilité de la victoire? Bon, contrairement aux collègues Tétrault ou Santarossa, je suis plutôt l'éternel optimiste. Puis surtout, justement, comme vous le dites, M. Bocoté, j'ai surtout passé par la politique pour m'impliquer dans le débat public. Puis je pense que si je fais juste une analogie avec mon début en politique, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. Parce que moi, il faut savoir, j'ai commencé au Parti québécois
au début 2017. Il faut savoir que c'était pas rose à cette époque-là. Hein. Le gouvernement Couillard, on savait qu'il était corrompu moralement et fiscalement. Et malgré tout, régnait en maître dans les sondages à peu près 40%, en agitant l'épouvantail référendaire pour terrasser le Parti québécois, qui n'a pas su s'en relever depuis. Mais moi, en tant que militant, évidemment, c'était pas motivant, pas du tout. Là, on regardait ça, on se disait, on peut faire n'importe quoi, l'aiguille ne monte pas. On a l'impression de prêcher dans le désert. Mais depuis le 1er octobre 2018, je suis optimiste. Puis je veux pas me faire un propagandiste caquiste en disant ça, parce que c'est pas ça que je dis. Mais je dis que... D'autant que vous êtes indépendantiste. Oui, bien sûr que je suis indépendantiste. Mais avec cette élection-là, la CAQ a servi quelque chose de plus grand qu'elle. Elle a quand même montré que le peuple québécois a encore un désir de vivre. Qu'il était possible de rassembler la majorité francophone derrière un parti pour dire aux libéraux, là, c'est assez. Là, vous en avez assez fait. On a le goût d'être fier, on a le droit d'être fier pour une fois. Puis, pour moi, au-delà des mesures concrètes qu'il met en place, c'est quand même ça qui incarne François Legault. C'est le droit de dire qu'on existe, le droit de dire que actuellement, il y a des théories, il y a des choses qu'on veut nous imposer qui ne nous ressemblent pas, qui vont contre nos intérêts, qu'on a le droit de dire non. Puis, l'appui qu'il reçoit est conséquent. Puis, pour moi, cet appui-là, c'est la plus belle preuve que le discours nationaliste est non seulement encore vivant, mais qu'il y a là un terreau fertile pour un indépendantisme qui souhaiterait s'assumer. David Santarossa, mais je vous relance avec une question. On évoque la question nationale se dessine peu à peu, elle a déjà été évoquée. Je parlais tantôt du dernier Romain ou du premier chrétien, hein, mais une forme de résignation admirable dans la défaite ou d'une espérance néanmoins malgré le fait que les premiers jours sont difficiles. Mais je ramène la question sur la question nationale. J'ai le privilège d'être un peu plus vieux que vous, j'ai 40 ans, c'est-à-dire que j'ai été élevé dans un Québec où la question nationale allait de soi. J'ai vu un jour qu'elle n'allait plus de soi et j'ai été surpris. J'ai vécu 1995, j'en ai des souvenirs très directs, la possibilité de la victoire, le sentiment d'un troisième rendez-vous qui était certain. J'étais socialisé mentalement dans le récit de la Révolution tranquille qui nous disait « ça va finir par... ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Hein, Miron ». Je vous regarde aller, les trois, vous êtes plus jeunes que moi, l'âge compte dans les circonstances. Vous arrivez dans... Je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes les trois indépendantistes. Si je me trompe, vous me corrigerez. Vous arrivez dans ce combat, vous arrivez dans cette bataille, mais sans horizon de victoire possible. Vous êtes les héritiers d'un combat perdu. Vous êtes les héritiers d'un combat vaincu, et pourtant vous embrassez cette cause. Qu'est-ce qui vous y conduit? David Santarossa et ensuite Alexis Tétrault. Ben, je pense qu'en ce moment, il y a on brasse les cartes un peu politiques. Hein? Étienne Alexandre en parlait justement de son passage du Parti québécois à la CAQ. C'est-à-dire que en ce moment, moi, je vous dirais que j'ai une position nationaliste élargie. C'est-à-dire que je demeure content que la CAQ est au pouvoir. À mon sens, on fait des gains en ce moment. Probablement un peu comme Étienne Alexandre le pense. Donc, c'est pas exactement ma tasse de thé, la CAQ, mais il y en a pas moins qu'à mon sens, le Québec fait quand même des gains. Puis Étienne Alexandre a très bien parlé tantôt, puis il me redonnait presque espoir pendant quelques minutes. Mais il y a une des choses qui défait tout cet espoir-là, si on veut, c'est toute une bureaucratie diversitaire qui est en train de se faire. Hein. On l'a vu sur la commissaire au racisme systémique, je ne me trompe pas, c'est ça le terme à Montréal. Bokramanaï. Oui, exactement. Et généralement, dans la fonction publique, une fois qu'une bureaucratie s'installe, c'est excessivement difficile de l'enlever de là. Et surtout, j'en parlais aussi en début de balado, c'est un discours irréfutable. Donc, une fois que ces thèses-là entrent dans l'espace public, c'est à peu près impossible de les faire sortir. Donc, la bureaucratie me fait excessivement peur de ce point de vue-là. Là. Alexis Tétrault, j'ai le souvenir d'un de vos textes où vous partiez à la défense de Lionel Groulx. Absolument. L'interdit absolu, en quelque sorte. Vous partiez à sa défense, mais vous êtes dans la même situation que vos collègues. Vous arrivez dans le combat national, à un moment où le combat national semble désespéré. Vous n'avez pas, vous me corrigerez, vous disiez plutôt, vous arrivez à l'université persuadé que tout le monde est indépendantiste, vous découvrez que tout le monde ne l'est pas. Bon. Mais vous arrivez quand même un peu plus tard dans l'histoire, au moment où le mouvement national semble essoufflé, vaincu, asséché.
Comment vous situez-vous par rapport au combat national? Ben, malgré le fait que vous soyez plus vieux que moi, j'ai le même itinéraire. C'est-à-dire que pour moi, le Québec a toujours été de soi. Et puis, je suis arrivé comme ça, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas de soi. Et puis, c'est bien difficile de ne pas être qui l'on est. Alors, je suis indépendantiste et nationaliste parce que simplement, le Québec va de soi pour moi et il n'arrêtera jamais d'aller de soi. Et puis, malgré le fait, même si la cause nationale est en plein déclin, je peux pas renier ma nature. Et puis cette nature, c'est d'être nationaliste. Là où j'aimerais revenir, j'aimerais briser un peu votre optimisme, messieurs, c'est que le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous de manière... le temps joue contre nous et puis Étienne Alexandre, vous avez fait une très très belle recension de l'ouvrage Pourquoi la loi 101 est un échec de Frédéric Lacroix. Donc je sais que vous l'avez lu. Et puis dans ce livre, Frédéric Lacroix nous enjoint à penser à l'horizon 2036. Hein? L'horizon 2036 où les gens qui auront la langue française comme langue maternelle composeront 69% du Québec et ceux qui l'auront comme langue d'usage, si je me rappelle bien, c'est 74%. Alors, il y a des raisons d'espérer, mais il y a aussi beaucoup de raisons de s'inquiéter parce que les phénomènes démographiques qui ne sont pas désincarnés, et puis pour relancer David Santarossa, s'il y a des fonctionnaires diversitaires qui s'installent, c'est qu'il y a aussi un phénomène démographique qui le permet. Donc, moi, je crois, à la manière d'Auguste Comte, que c'est la démographie qui compte. Et puis, c'est là que nous serons vaincus d'une certaine manière si nous ne faisons rien. Et c'est pourquoi je suis un peu plus pessimiste que vous. Étienne Alexandre Beauregard, vous vouliez répondre, je crois. Oui, je voulais répondre, puis aussi faire du pouce sur la question que vous posiez tantôt, à savoir pourquoi s'engager maintenant du côté de la question nationale. Mais moi, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse puis que je reviens toujours à ça, mais je pense que moi-même, je suis rentré dans la question nationale par la question identitaire. Je pense qu'on y échappe pas aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis né en 2000 déjà, wow, définitivement le plus jeune sur ce plateau, mais j'ai grandi en banlieue de Québec, à Cap-Rouge, dans un milieu francophone, la norme, quoi, pour moi. Puis après ça, j'ai vu, quand tu commences à t'intéresser au débat public, quand tu vois que ce Québec-là dans lequel tu as grandi, qui est pour toi toute ton enfance, qui est tes souvenirs les plus beaux, c'est le racisme, c'est le patriarcat, c'est le mal, quoi. Mais je me dis, est-ce que c'était si mauvais que ça? Est-ce que j'ai grandi dans une terre de pêcheurs? Je ne le savais pas. Je pense que non. Au contraire, je me dis, il y a quelque chose qui cloche avec ce discours-là. Puis c'est ça qui m'a amené vers la question de l'indépendance. On peut pas ne pas voir le lien entre le fédéral et ce discours-là. Là. C'est trop manifeste. On peut pas y échapper. Puis pour moi, la souveraineté, c'est un peu aussi de la chance de protéger ce Québec-là dans lequel la majorité des Québécois encore aujourd'hui ont grandi puis auquel je suis convaincu qu'ils tiennent. David Santarossa, vous vouliez répondre. Donc, Étienne Alexandre a tout à fait raison. À notre époque, on définit la culture québécoise comme une culture raciste, comme une culture dominante. Hein, c'est ce qu'on entend. Et il y a tout un retournement historique avec ça. Hein. C'est-à-dire que depuis des décennies, depuis des siècles même, on se fait mépriser culturellement. Hein. On connaît les fameux mots de Durham sur notre histoire. Ben, on ne parlait pas en termes de Québec à l'époque, mais vous comprenez l'idée. On s'est toujours fait mépriser parce que justement, on n'avait pas la culture du dominant. On avait une petite culture, mais bon, elle avait sa valeur quand même. Aujourd'hui, à notre époque, où est-ce qu'on prétend que c'est l'époque de la diversité, que c'est l'époque des identités minoritaires, des identités marginalisées, à cette époque-là, où est-ce qu'on pourrait dire « Ah voilà, c'est le moment où est-ce que le Québec va pouvoir s'affirmer. C'est le moment où est-ce que, finalement, le Québec va vraiment pouvoir devenir indépendant, si on veut. Non. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on dit non, votre culture est celle du dominant. Et là, on arrive, et ça, à mon sens, c'est le drame de l'histoire québécoise, c'est que tout en ayant la fragilité culturelle des petits peuples, des petites nations, tout en ayant, bref, cette fragilité-là, le Québec n'a pas ce statut-là aux yeux de la bien-pensance actuelle. Donc, nous n'avons plus le privilège du minoritaire, non plus que le pouvoir du majoritaire. Exactement. Parce que c'est pas parce qu'on nous dit qu'on est dominant qu'on le devient soudainement. Là. La couleur de peau ne suffit pas. Exactement. Étienne Alexandre Beauregard. Oui, mais je pense que l'intervention de David révèle un peu
ce que je dis depuis tantôt, c'est-à-dire que le discours actuel, le discours multiculturaliste et ce dont on parle depuis tantôt, la rectitude politique, c'est un peu aussi le masque du colonisateur anglo-saxon qui revient, quoi. Puis je pense que oui, c'est un peu dommage pour les Québécois qui peuvent pas se réaliser en tant que minorité, mais je pense qu'au contraire, ça nous donne aussi les outils pour avoir le regard critique qui est nécessaire sur ce discours-là, puis être capable de riposter. Parce que moi, je pense que notre histoire de coloniser, il faut le dire, ça nous apprend aussi, devant ce discours-là, qui nous est étranger, qui veut nous imposer des termes qui sont pas les nôtres, on peut dire, attendez, ça, c'est un discours de colonisateur, là. Vous êtes en train d'envahir notre espace, vous êtes en train de le redéfinir. C'est pas ça qu'on veut. Puis je pense que justement, notre expérience de petite nation, ça nous permet aussi de riposter. Puis encore une fois, je vais me faire l'éternel optimiste, mais je pense que ça joue pour nous, plus qu'autre chose. Alexis Tétrault? Ah oui, j'ai trouvé très intéressant vos interventions, mais notamment celui de David Santarossa, parce que justement, je viens d'écrire un livre sur la question. C'est-à-dire cette idée maintenant que le Québec est une nation majoritaire. Je trouve qu'il y a c'est une idée très, très curieuse. Moi, j'ai étudié ce que j'ai appelé la mythologie politique de la vulnérabilité. Et puis, c'est vraiment le fil conducteur de notre histoire. C'est que nous sommes minoritaires. Et puis, étant minoritaires en Amérique comme ça, dans un espace très homogène, nous allons et nous pouvons disparaître. Ça, ce fut ce que j'ai appelé, d'ailleurs, dans un ouvrage collectif que nous tentons de faire publier avec mes deux collègues ici et d'autres jeunes plumes, c'est ce que j'ai appelé le fil d'Ariane de notre histoire, hein, cette idée que nous pouvons disparaître et que nous sommes une nation minoritaire. Et puis, à partir de la Révolution tranquille, alors que se cristallise l'identité québécoise, il y a l'identité majoritaire qui se cristallise à la fois. Sauf que cette identité majoritaire-là, elle est évidemment conditionnelle à l'indépendance du Québec. Puis en 2021, on se retrouve avec le pire des deux mondes, si je peux dire. C'est-à-dire que nous sommes une nation minoritaire, nous sommes une minorité en Amérique, mais nous avons cette conscience issue de la Révolution tranquille que nous sommes une nation majoritaire. Alors, nous sommes perdants des deux côtés. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de droits des minorités, bon là, on est tout de suite une majorité qui serait capable d'opprimer ces minorités. On l'a vu avec la loi 21. Mais en même temps, on est toujours en train de vider la mer avec une cuillère, puis de sauver la langue française parce que nous sommes une nation minoritaire. Donc, on est le pire des deux mondes, c'est-à-dire nous sommes minoritaires, mais nous avons la conscience majoritaire. Alors, on se rapproche de la fin de cette émission, hélas. Je dégage un peu les voies d'avenir, c'est bête à dire, mais la première d'entre elles va vous sembler peut-être un peu une question peut-être un peu simple. Est-ce que vous avez l'impression d'être, je reprenais tantôt la figure du dernier Romain, mais je vais utiliser une autre image là. Est-ce que vous êtes véritablement les ultimes défenseurs d'une tradition assiégée, ou êtes-vous peut-être les représentants inavoués d'une majorité qui ne parvient pas à accéder à l'espace public, du moins dans le milieu intellectuel? Je le dis autrement, est-ce que le wokisme dans lequel vous êtes condamné à évoluer, est-ce que c'est véritablement l'idéologie dominante du milieu dans lequel vous évoluez, ou est-ce que fondamentalement vous sentez qu'il y a une forme de majorité silencieuse qui n'ose dire son nom, qui n'ose s'exprimer, mais qui peut-être partage votre sensibilité? Étienne-Alexandre Beauregard. Ben c'est drôle qu'on aborde cette question-là parce que pas plus tard que la semaine dernière, je faisais paraître dans le Journal de Montréal un texte qui s'intitulait « Au nom de la majorité milléniale silencieuse » où je reprenais un tweet de l'animatrice Marie-Louise Arsenault qui, dans le fond, instrumentalisait un peu ma génération. C'est ce que je disais pour dire que, dans le fond, c'était la génération des enjeux de genre, de la lutte au racisme, bref, du wokisme. Et je revenais avec des sondages qui ont été réalisés suite à l'élection de 2018, justement, où on voit que le premier parti chez les jeunes, c'était qui? C'était la CAQ. Les jeunes étaient en majorité pour la loi 21, étaient en majorité pour les baisses de seuil d'immigration que proposait la CAQ. Puis dans le fond, je me disais, mais au nom de qui parlent ces jeunes qui se réclament de notre génération? Mais je pense qu'il y a un peu... il y a une dualité qu'il faut voir aussi, parce qu'il y a, disons qu'il y a la sphère du débat public, puis il y a la réalité. Puis actuellement, dans le débat public, définitivement que le wokisme est majoritaire et dominant. Là. Sans ça, des gens comme nous qui partageons les opinions qui sont assez consensuelles pour une majorité, on n'aurait jamais l'étiquette de sulfureux, controversé, dissident. Nauséabond. On serait juste le Joe sur le côté de la rue, là. Mais on n'a pas ça en ce moment. Mais je trouve que ça fait une dynamique politique qui est extrêmement intéressante, comme
on le voit juste avec le gouvernement de la CAQ, là, qui est au pouvoir sur papier, mais quand on regarde dans la réalité, dans la joute politique, plus souvent qu'autrement, ce gouvernement-là n'est pas au pouvoir. Quand les partis d'opposition, quand les journalistes décident qu'ils se mettent en gang pour attaquer le premier ministre puis lui dire « Pourquoi est-ce que vous reconnaissez pas le racisme systémique? Combien de temps encore allez-vous tenir comme si c'était inévitable? » Bien, on voit qu'il y a vraiment un fossé entre la sphère politique, la sphère du débat public et la sphère, je ne veux pas dire la sphère réelle, mais du moins le citoyen moyen qui, pour lui, c'est même pas une question qui se pose, à savoir si c'est que ça caractérise le Québec, voyons que non. Alexis Tétrault. Oui, mais je voulais simplement dire que toutes ces questions-là grugent énormément d'énergie. Hein. On est toujours en train de rappeler des banalités. Là. Moi, je trouve ça sidérant. On est rarement, puis je vous inclus là-dedans, M. Bock-Côté, vous êtes toujours en train, et nous aussi, de défaire des espèces d'idées préconçues de non, le Québec, c'est pas une nation de blancs, c'est une nation de francophones. On est toujours en train de défaire des absurdités qui vont à l'encontre du sens commun, mais parce qu'un chercheur comme ça dans une faculté universitaire au Wyoming, financé par je ne sais quel think tank, a dit telle théorie, eh bien, elle s'impose comme ça par mimétisme et par envie d'être à l'avant-garde. Donc on est toujours dans on est toujours dans la défensive en fait. Puis moi c'est quelque chose que je remarque, on est rarement dans l'explication. Puis ça c'est quelque chose il va falloir s'attaquer à ça. Et puis moi, je sais pas, je lance l'idée comme ça, mais je médite depuis quelque temps une espèce d'endroit, une espèce d'oasis intellectuelle comme ça, où des jeunes qui, sans être nécessairement nationalistes, revendicateurs, seraient capables de venir faire de la recherche de manière positive, hein, qui n'aurait pas à se confronter toujours à ce dogme universitaire comme l'a appelé Philippe Lorange. Donc c'est quelque chose qui m'habite ces temps-ci. Il va vraiment falloir, puis je crois que ce sera la tâche de notre génération, fonder une institution dans laquelle on ne serait pas toujours en train de se défendre, mais on serait dans la création de savoir, et puis dans la création de savoir, j'ai envie de dire positif, tu sais, de faire la démonstration que notre nation vaut la peine simplement d'être poursuivie. David Zantarossa. J'imagine un étudiant qui arrive à l'université aujourd'hui en première année, qui a ses intuitions intellectuelles, mais qui a de la difficulté encore à les verbaliser, à les intellectualiser. Il se contente d'avoir des intuitions. Il arrive dans ses cours et ces intuitions-là vont systématiquement être identifiées au camp du mal, littéralement. Donc, j'ai l'impression que Et évidemment, je reviens à cette idée-là, par conformisme, ça va dire, ben finalement, mes idées, si personne partage ces idées-là, je vais utiliser les idées qu'on me présente, puis aussi, j'aimerais ça me faire des amis, donc je vais partager ces idées-là. J'aimerais ça peut-être avoir un poste à l'université, donc je vais partager ces idées. Donc, j'imagine cet étudiant du premier cycle-là qui finit par conformisme adhérer à ces idées-là. Donc, je pense que ça prend, je pense que c'est ça un peu l'objectif du balado aujourd'hui, c'est de proposer des modèles, justement, de dire, vous n'êtes pas tout seul à avoir une approche plus nationaliste, et même à avoir une approche plus universaliste, c'est rendu même... Les deux termes ne sont pas incompatibles. Non, tout à fait. Parce que l'universalisme aujourd'hui, c'est quelque chose d'excessivement subversif, là, que c'est assez particulier, mais bon. Puis, dernière petite distinction que je ferais, c'est qu'aujourd'hui, à l'université, il y a une pensée dominante, woke. Dans les médias, il y en a une pensée dominante qui est essentiellement la même. Dans les grandes entreprises américaines de la Silicon Valley, c'est la même. Donc, c'est une pensée dominante, mais il y aurait une différence à faire entre la pensée dominante et la pensée populaire. Et souvent, la gauche a tendance à penser que la pensée populaire est la pensée dominante, mais à notre époque, c'est pas du tout le cas, je pense. C'est-à-dire que j'imagine un homme de Saint-Jérôme qui vote pour la CAQ, je ne pense pas que c'est ça la pensée dominante. Mais par contre, des entreprises comme Google, Reddit, YouTube, etc., ça, c'est la pensée dominante. Étienne Alexandre Beauregard, et ensuite j'aurai une question finale pour vous tous, messieurs.
Oui, je pense que David a raison quand il parle de ce jeune qui rentre à l'école avec certaines intuitions, puis qui après les voit constamment démolies par les lectures qu'on lui propose. Puis je pense que c'est un défi qu'il faut affronter aujourd'hui comme nationaliste avec des aspirations intellectuelles, de rendre disponibles ces textes-là parce qu'ils existent. Puis c'est ce que je disais d'ailleurs la semaine dernière à Richard Martineau quand je disais il faut être autodidacte pour être conservateur à l'université. Parce que après ça, on te demande de réagir à la théorie de la justice de John Rawls, mettons, en t'ayant donné juste des textes qui sont pour. Puis si tu sens instinctivement dans tes tripes qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette idée-là, avec cette théorie-là, mais que tu n'as pas l'outillage intellectuel pour la démontrer correctement, mais la réflexion que tu vas avoir, tu vas te dire, OK, mais dans ce temps-là, mes intuitions, ça relève du préjugé, c'est pas intellectuel, c'est une basse passion, comme le disent certains. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Alors qu'au contraire, il y en a des gens qui ont fait des critiques très brillantes de ça, des critiques intellectuelles qui ont fait des contre-modèles. Mais ça, souvent, on les enseigne pas suffisamment. Puis c'est là, en fait, qu'on cimente la pensée dominante. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous transforme, mes jeunes amis, dans le rôle de passeur, ce que vous êtes déjà dans votre travail. Alors, on a tous dans notre parcours intellectuel, je crois, on pourrait dire il y en a plusieurs, mais on a tous un livre qui nous a marqué d'une manière ou de l'autre, un livre qui nous a interpellés, un livre qui nous a permis d'expliciter peut-être les intuitions que vous évoquez, Étienne-Alexandre Beauregard. Alors, j'aimerais vous demander quel est ce livre. Vous avez le droit de m'en nommer deux. Hein. Je connais la méthode, trompez-vous pas, je veux dire, quand on m'en demande un, j'en nomme 3. Quel est ce livre, donc quels sont ces livres, pas 12, qui vous ont marqué, qui dans votre parcours ont représenté un avant et un après, qui vous a permis d'expliciter probablement une forme de vérité existentielle chez vous, qui a trouvé dans cet ouvrage Traduction intellectuelle. Alexis Tétrault. J'en nommerai 2, effectivement. Je me disais bien. Non, je vais nommer une œuvre, en fait. Moi, j'ai découvert le Canada français, j'ai redécouvert le Québec sous un autre jour en lisant Lionel Groulx. Vous avez dit tantôt, j'ai écrit un article à la défense de Groulx, c'est que Groulx est d'abord, c'est un auteur absolument magnifique. Moi, on tend à l'oublier, là, mais Groulx, c'est une plume absolument magnifique qu'il faut lire, comme disait Frigo, tel qu'en lui-même ou seulement pour lui-même. Donc, Groulx, qui m'a reconnecté, parce que évidemment, quand je suis arrivé à l'université, bien que j'étais nationaliste et indépendantiste, moi, je croyais que le Québec commençait en 1960. Alors, Groulx m'a reconnecté avec une histoire très profonde et puis écrit de manière absolument magistrale. Et puis, le deuxième livre que j'ai envie de nommer, c'est dans le sillage, d'une certaine manière, groulxiste, qui voit l'histoire non pas comme une science poussiéreuse, mais vraiment comme les tripes de l'humanité. C'est La Compagnie des Ombres de Michel de Gégère. Un livre magnifique. Un livre absolument magnifique où de Gégère nous incite à voir l'histoire non pas comme un répertoire d'anecdotes. Hein? Aujourd'hui, les historiens publics, là, ils vont sur les tribunes nous parler de l'histoire des condoms, l'histoire de la vodka, l'histoire de quand sais-je, des trottoirs. Donc, de Gégère dit non, ce n'est pas une science anecdotique. Et puis, d'autre part, ce n'est pas ce qu'il va appeler une science de laboratoire. L'histoire est, comme il va le dire, une conversation et un colloque avec les morts qui doit littéralement inspirer nos réflexions et puis inspirer nos réflexions, et nous devons apprendre de ces morts-là. On n'a pas, d'une part, à déteindre nos préjugés sur eux, et on n'a pas non plus à les mener au pinacle, mais ces gens-là portent une expérience de l'humanité qui ne nous est pas accessible sinon par la littérature historique. Donc, ce serait l'œuvre de Groulx pour se reconnecter avec le Canada français, une plume absolument magnifique, et de Gégère pour comprendre ce qu'est et devrait être l'histoire. David Santarossa? Je vais y aller avec La crise de l'éducation qu'on peut retrouver dans La crise de la culture de Hannah Arendt, qui est vraiment, honnêtement, moi, c'est un texte qui est relativement court, hein, peut-être entre 20 et 30 pages, mais j'y reviens constamment. Je suis un enseignant, comme je l'ai dit depuis le début, et à mon sens, c'est la réflexion la plus essentielle sur l'éducation. J'en ai pas encore vu de meilleur, sincèrement. Et curieusement, dans les départements d'éducation, c'est un texte qui est à peu près jamais lu. Hein. C'est curieusement et tristement, je vais dire. Et ce que je retiens beaucoup de ce texte-là, c'est l'idée que l'éducation permet de renouveler un monde commun. Et ça, on doit le faire à chaque année, à chaque rentrée scolaire. Et je me rappelle, quand j'étais à l'université, j'avais suivi un cours d'histoire de l'art, un cours à option en histoire de l'art.
le professeur disait, on parlera pas de Léonard de Vinci, tout le monde le connaît. On connaît ça. Puis je me disais, non, mais l'éducation, premièrement, c'est faux que tout le monde le connaît. Et de deux, c'est justement, il faut renouveler ce monde commun-là. Ces lieux de la culture, ces lieux communs de la culture, il faut les renouveler à chaque génération parce que les enfants, au même titre que les immigrants, arrivent au Québec et ils sont étrangers à ce monde. Donc, il faut les intégrer à ce monde au même titre que les nouveaux arrivants. Donc, moi, je vois ça de la même manière. Et autre livre, très rapidement, qui n'est pas un livre à très grande prétention intellectuelle, je pense, mais c'est un très, très beau livre. C'est « Camarade, ferme ton poste » de Bernard Raymond, qui, à mon sens, est vraiment magnifique. Comme je vous dis, on ne rentre pas dans les grandes théories fumeuses intellectuelles, mais on a là vraiment un véritable amour du Québec, un amour de la transmission, un amour de la culture québécoise, un respect pour ceux qui nous ont précédés. Hein. C'est un livre qui permet de comprendre que, OK, mais je suis dans 93, justement, le monde n'a pas commencé à 93, le monde a commencé bien avant. Donc, je pense que les deux livres se complètent d'une certaine manière. Étienne-Alexandre Beauregard, vous avez le privilège des dernières recommandations de lecture. Puisqu'on a le droit à deux, je vais y aller avec deux moi aussi. Et je vais commencer avec La Société des identités de Jacques Beauchemin, qui est vraiment tout un livre. Je suis tombé là-dessus presque par accident. Un petit livre, à peu près 200 pages, peut-être moins. Franchement, quand j'ai fini ça, là, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'avoir redécouvert le Québec, d'avoir redécouvert la nation aussi. Puis ce que j'ai vu dans l'œuvre de Beauchemin, c'est un peu justement le lien dont on parlait entre la nation puis l'universalité. Puis une part de son propos qui m'a marqué le plus, c'est quand il parle des revendications minoritaires puis comment elles se sont transformées entre les années 60 et aujourd'hui. Il parle, mettons, du mouvement des Noirs aux États-Unis. Ce que les Noirs disaient à cette époque-là, par la voix de Martin Luther King, c'était « Nous sommes des Américains, nous aussi. Nous partageons votre patriotisme américain, nous voulons en faire partie. Nous voulons être traités comme des Américains, comme tout le monde. » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, l'idée de l'Amérique, c'est la blancheur. L'idée de l'Amérique, c'est l'oppression. On veut jeter l'Amérique au vidange parce qu'on veut rien savoir. Puis ça s'applique au Québec aussi. Si on pense à la Révolution tranquille, qui a été aussi un haut lieu de la Révolution des femmes au Québec. Mais maintenant, disons, ces mouvements-là revendicateurs trouvent plus ce qu'ils cherchent, ça a l'air, dans l'universalité, puis ils veulent la rejeter. Puis je trouve que c'est très dommage, parce que l'universalité, justement, ça fournissait un cadre pour tous se reconnaître et faire avancer ces luttes-là en sachant qu'on a quelque chose de commun, puis que c'est au nom de ce qu'on partage qu'on a fait avancer. Et pour le second livre, ce sera un livre américain, Culture Wars, de James Davison Hunter. Et puis je trouve que c'est un livre qui reflète quand même le moment qu'on vit en ce moment au Québec. Parce que si on regarde le sous-titre de ce livre-là, c'est « The Struggle to Define America ». Et je pense qu'en ce moment, on vit une lutte pour définir le Québec, pour définir son histoire, pour définir ce qui est aujourd'hui puis ce qui doit être dans l'avenir. C'est ça, les querelles historiques qu'on a en ce moment, à savoir est-ce que les colons de Nouvelle-France étaient des braves hommes porteurs de civilisation ou est-ce que c'était des esclavagistes sans merci, sans pitié? C'est parce que si on contrôle le passé, on contrôle aussi le présent puis on contrôle l'avenir. Hein. Puis... Vous êtes orwellien. Évidemment, mais c'est ce que Hunter nous rappelle, dans le fond. Souvent, l'idée qu'on se fait de la nation, c'est aussi l'idée de ce qui est acceptable de dire, de ce qui est inacceptable de dire, des projets qui sont légitimes comme projets d'avenir pour le Québec aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça le danger aussi, si le récit historique de la Révolution tranquille, le récit de reconquête, qui était le nôtre, qui était d'ailleurs largement inspiré par Lionel Groulx, puis après par l'École de Montréal, si ce récit-là venait à périr, puis qu'on avait le récit des Fabriceville et des Émilie-Nicolas qui nous définissaient, mon Dieu, mais la culture québécoise ne vaudrait plus la peine d'être perpétuée. C'est le goulag, le Québec. Il faudrait tout s'agresser au vidange si on adhère à ça radicalement. Si on pense que c'est ça l'histoire du Québec, ben ça vaut pas la peine de continuer le combat. Puis c'est pour ça, justement, que la guerre culturelle est importante. Étienne-Alexandre Beauregard, David Santarossa, Alexis Tétrault, c'était un plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Je vous remercie. Je rappelle qu'on peut vous lire Étienne-Alexandre Beauregard sur votre blog eabeauregard.com. Voilà. David Santarossa, plusieurs de vos textes sont disponibles sur le site de la revue Argument. Alexis Tétrault, on peut vous lire notamment dans le Journal de Montréal et ailleurs. Vous avez vu dans le Devoir aussi. Vous tous, vous nous préparez votre premier livre. Ce sera un plaisir de vous recevoir, chacun d'entre vous, en solo, en individuel, lorsque votre livre paraîtra. C'était un plaisir de vous recevoir, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde,
Vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.